Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer dans le vif du sujet, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à la dernière vidéo que j'ai publiée sur la chaîne à propos de la mise à jour Ubuntu 23.10 puisque il y a eu quand même pas mal de retours sur cette vidéo et ça me fait vraiment plaisir. Alors je sais que sur la chaîne vous adorez Linux et du coup on va rester dans cet univers là puisque je vais vous présenter aujourd'hui une vidéo très intéressante puisqu'elle va parler d'un logiciel qui pour moi est incontournable en termes de sécurité, c'est Fail2Ban. Alors je vais vous expliquer en détail ce qu'est Fail2Ban dans la première partie, mais concrètement, rapidement, c'est un logiciel qui s'installe directement sur Linux et qui permet de se protéger contre les attaques par brute force. Les attaques par brute force, c'est quoi? C'est des attaques où en gros les personnes essayent de casser un mot de passe par une multitude de tentatives. Donc on verra bien sûr plus en détail comment ça fonctionne, mais en gros voilà l'idée. Et avec ce logiciel, vous allez pouvoir vous protéger de pas mal de menaces. Et quand vous avez par exemple un serveur dédié, que vous faites de l'hébergement web, vous hébergez votre site web par exemple, ou des services qui nécessite une connexion, ça peut être un serveur mail ou autre, pour moi cette protection elle est tout simplement incontournable. Alors bien sûr il y a d'autres protections également qu'il faut ajouter sur un serveur, mais celle-ci pour moi c'est l'une des plus basiques mais des plus efficaces. Alors comme d'habitude ce qu'on aime avec Linux c'est que les applications sont gratuites et c'est le cas de celle-ci puisque vous pourrez directement l'installer en tant que paquet, pas besoin de vous prendre la tête, elle est généralement disponible sur la plupart des distributions. Moi je vais le faire depuis Ubuntu, ce tutoriel, donc depuis la machine que j'ai mis à jour précédemment en 23.10, donc comme ça on pourra l'utiliser et voir un petit peu justement en live action comment ça fonctionne et du coup vous pourrez l'utiliser assez facilement. Ça prend vraiment 2 secondes à installer et après vous le configurez, c'est assez rapide, c'est pas très compliqué et vous pouvez même personnaliser des choses. Donc du coup dans cette vidéo on va commencer par une première partie où je vais vous expliquer en détail comment fonctionne Fail2Ban. Ensuite on ira tout simplement voir comment l'installer et configurer le fichier de configuration de base. Et ensuite, on verra un petit peu comment on peut personnaliser des règles si jamais on veut faire des trucs un petit peu plus custom, on va dire. Alors comme d'habitude, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour les personnes qui tombent un petit peu par hasard sur cette vidéo ou qui découvrent la chaîne, n'hésitez pas à vous rendre sur celle-ci. Je vous mets un petit peu un extrait des vidéos que je propose. Je propose vraiment des vidéos un petit peu variées sur des thématiques vraiment différentes. Ça passe par des tutoriels comme ça, il y a des découvertes également de distribution Linux. On parle aussi produits, tout ce qui est high-tech, etc. On parle jeux vidéo et cinéma également. Bref, j'essaie de partager un petit peu toutes mes passions au travers de ma chaîne et de mes vidéos. Donc si jamais vous avez un petit peu l'âme d'un geek, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ici le but c'est de créer une communauté à la cool. On est environ 3500 et la communauté grossit grâce à vous, donc également un grand merci à vous. Et au passage n'oubliez pas mon petit like. Également pour ceux que ça intéresse, je suis également présent sur mon site internet larevuegeek.com. Alors c'est un site que je développe par moi-même en PHP sous Symfony et du coup je l'alimente par moi-même également. C'est moi qui l'anime et dessus vous trouverez des actualités. Il y a également des bons plans, des trucs et astuces que vous ne trouverez pas sur la chaîne, c'est un petit peu complémentaire et vous trouverez aussi l'intégralité des vidéos. Il y a également un forum, l'inscription elle est totalement gratuite, vous faites ce que vous voulez, ce site est fait pour vous. Et également je viens de terminer l'application Android, donc que j'ai développée également par mes soins, que vous pourrez directement retrouver sur le Google Play Store et là actuellement je suis en train de développer l'application pour iPhone, donc elle va apparaître certainement d'ici les prochaines semaines, je l'espère en tout cas. Allez, fini de blablater, il est temps de partir découvrir Fail2Ban. Let's go! Alors Fail2Ban, qu'est-ce que c'est? Alors Fail2Ban, c'est un logiciel qui a été développé pour Linux et qui permet en gros de se protéger contre les intrusions. Alors ce logiciel, il est un petit peu ancien maintenant puisqu'il a été développé en 2004, donc ça fait quand même bientôt 20 ans qu'il est sur le marché et il a suivi les évolutions petit à petit. Il est toujours maintenu par l'équipe de développeurs. D'ailleurs, ils ont mis en place leur dépôt GitHub où vous pourrez consulter l'intégralité du code source. Donc la source est ouverte au public pour pouvoir y accéder et pouvoir éventuellement contrôler, modifier si jamais vous avez envie de vous y pencher dessus. Alors ce logiciel il est développé en Python, donc c'est un langage quand même qui est assez connu maintenant, notamment avec l'avènement des Raspberry Pi par exemple. Donc c'est un langage qui est quand même assez accessible mais qui est très performant et ce qui fait que ce logiciel du coup fonctionne très bien et est assez léger en termes de ressources. Alors comment fonctionne Fail2Ban? Alors finalement c'est relativement simple à comprendre, il permet de se protéger contre les attaques
attaques par brute force. Alors pour ceux qui connaissent pas une attaque par brute force, vous l'avez peut-être déjà vu sans le savoir pour ceux qui connaissent le film Terminator 2. Par exemple, quand John Connor essaye de retirer des billets à la banque avec un petit appareil, il va casser le code secret pour pouvoir retirer son argent. En fait, cet appareil va envoyer des milliers de tentatives jusqu'à trouver le bon code secret. Donc vous l'aurez compris, l'attaque par brute force, c'est le fait d'envoyer des centaines, des milliers de tentatives, voire des millions de tentatives dans un délai très très court et en gros je dirais par élimination, il arrive comme ça à trouver le bon code, le bon mot de passe. Et ça, quand par défaut vous n'avez pas cette protection là, croyez-moi, vous avez vraiment des cheveux blancs à vous faire. Alors pour que vous puissiez bien comprendre à quoi vous vous exposez si vous n'avez pas ce genre de protection, je vais vous donner un exemple. Il y en a bien sûr des milliers d'exemples, mais celui-ci je pense qu'il sera assez parlant. Alors supposons que vous hébergiez un serveur mail à l'intérieur de votre serveur et que vous aviez donc différentes boîtes mail protégées par des mots de passe. Supposons qu'un hacker voudrait casser le mot de passe d'une boîte mail. Souvent en plus sur les boîtes mail, les mots de passe sont pas vraiment super longs, super compliqués, puisque généralement il faut que les personnes les retiennent. Donc c'est très souvent des mots de passe qui sont pas trop sécurisés ou qui respectent pas forcément les normes recommandées. Et là donc vous avez un hacker qui va tenter un brute force. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va lancer des commandes. Et vous allez rien voir passer puisque vous n'avez pas de protection. Donc petit à petit, il va éliminer des possibilités, et un beau jour, il va réussir à casser ce mot de passe et il aura accès à l'intégralité des emails présents dans cette boîte mail. Et ça, c'est les risques auxquels vous pouvez vous exposer, par exemple, si vous n'utilisez pas ce genre de protection. Alors même principe, par exemple, sur du SSH, donc pour les personnes qui connaissent ce protocole qui permet de se connecter à la machine, les personnes pourraient prendre le contrôle intégral d'un serveur sans ce genre de protection. Bien sûr, il y a des protections également additionnelles qui viennent s'associer à Fail2Ban. Fail2Ban n'est pas suffisant, mais il permet déjà de vraiment mettre une barrière sur les grosses menaces que pourrait vous engendrer le fait de ne pas vous protéger contre le brute force. Alors également, Fail2Ban permet de se protéger contre le DDoS, contre les attaques par déni de service, c'est-à-dire qu'en gros, quand vous avez une multitude d'ordinateurs d'IP entrantes qui viennent tout simplement vous polluer un petit peu en essayant également de faire ce même genre d'opération, puisque là, vous allez pouvoir du coup bloquer les différents accès comme ça via tout simplement la technologie qu'il utilise, puisque tout simplement Fail2Ban utilise le pare-feu pour bloquer les connexions entrantes qui viendraient à échouer. Alors comment il arrive à faire cette opération là? C'est pas très compliqué, il va tout simplement analyser en temps réel les entrées dans les logs. Dans les logs, vous avez généralement beaucoup d'informations, notamment les connexions échouées, et vous avez également les adresses IP des personnes qui viennent faire ce genre d'attaque ou qui viennent faire ce genre de connexion. Donc grâce aux adresses IP présentes dans ces fichiers logs, il va tout simplement lancer des commandes au firewall pour lui dire cette IP là, il faut la bloquer. L'avantage de Fail2Ban, c'est que vous avez la main mise sur la configuration de Fail2Ban, donc vous allez pouvoir définir des règles précises. Par exemple, si vous voulez bannir une IP pour tant de secondes, pour tant de minutes, pour tant d'heures, sur tel ou tel protocole, tel ou tel programme, et vous pouvez même créer des règles personnalisées. Bref, c'est vraiment le couteau suisse de l'attaque par brute force et par déni de service. Et pour moi, c'est vraiment un incontournable. Donc maintenant, on va partir sur l'ordinateur et on va aller creuser tout ça. Voilà, on se retrouve donc sur mon ordinateur, on est sur une machine virtuelle sous Ubuntu 23.10, donc c'est la machine virtuelle que j'avais utilisée pour la précédente vidéo. Alors ce programme, vous pourrez l'installer sur autre chose que de l'Ubuntu, vous pourrez faire ça sur de l'Arch Linux ou toute autre distribution, sur Mint, sur Debian, bref, sur toutes les distributions généralement vous pourrez l'installer avec la commande respective. Donc là on va le faire sur un système type Debian, donc vous aurez les commandes aptitude pour installer le programme. Alors on va le faire directement depuis le terminal, donc vous ouvrez votre terminal comme cela et ensuite on va taper un sudo apt-get install fail2ban. Alors ça s'écrit fail 2 et ban, puisqu'il y a un petit jeu de mots avec le chiffre. Hop, vous tapez votre mot de passe. Là donc vous validez, vous mettez O et ensuite vous laissez installer.
et c'est tout. Le programme, une fois que vous avez fait ça, est installé et on va juste avoir à le configurer. Alors première chose à savoir concernant cette application, c'est qu'elle est disponible sous forme de service. Donc vous avez l'habitude avec le terminal, vous pourrez y accéder avec la commande service fail to ban stop, start ou statut. Vous allez pouvoir avoir des informations concernant donc l'application pour pouvoir la stopper ou la démarrer. Donc dans la pratique, hein, par exemple, pour avoir des informations sur le statut du programme, vous allez taper service fail to ban statut. Donc hop, une fois que vous interrogez ici, vous pouvez voir que le programme est actif, qu'il est actuellement démarré, que le service est activé également. Et vous avez ici les derniers extraits log ici que vous pourrez retrouver. Donc ensuite, si vous voulez stopper le programme, vous allez faire un service fail to ban stop. Donc on tape le mot de passe puisque c'est un process système, donc qui nécessite des autorisations. Donc là, si on refait un service fail to ban statut, ici on peut voir qu'il est inactif et qu'il est dead, donc en gros il a été killé. Et ensuite, si on veut le démarrer, on va faire un service fail to ban start. Vous tapez votre mot de passe, on va refaire un statut et voilà, donc le programme est démarré et il tourne. Alors maintenant que vous savez gérer le service fail to ban, donc le démarrer, le stopper, etc., on va voir comment le configurer et comment le personnaliser à votre guise. Donc vous avez peut-être l'habitude sur Linux, généralement les fichiers de configuration se trouvent dans le répertoire etc. Donc fail to ban déroge pas à la règle puisque vous allez aller dans le dossier etc fail to ban pour trouver les fichiers de configuration. Alors là, si je fais un ls ici, vous avez pas mal de choses. Il y a des dossiers, il y a également des fichiers de configuration. Alors vous voyez qu'ici il y a des fichiers de configuration concernant différents systèmes d'exploitation. Vous avez également donc un fichier principal, donc fail2ban.conf, et vous avez donc le fichier qui va nous intéresser qui est le jail.conf, et c'est à l'intérieur qu'on va aller personnaliser un petit peu certaines règles puisque c'est le fichier ici qui va permettre de gérer vraiment les différents services et également les règles en termes de durée, de ban, etc. Et là, bon, on verra certainement dans l'autre partie de la vidéo concernant les règles personnalisées qu'on peut ici aller après tripatouiller à l'intérieur de ces dossiers. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire un sudo nano et un jail.conf pour aller modifier et en tout cas consulter le fichier de configuration. Alors là, il y a énormément de choses à l'intérieur de ce fichier. Je ne vais pas tout commenter puisqu'il n'y a pas vraiment des choses qui sont forcément très utiles, et il y a des choses de toute façon qui sont assez complexes à comprendre. Moi, j'utilise certains trucs essentiels, donc je vais vous montrer cela. Après, vous aurez toute la liberté, bien sûr, d'aller creuser et de voir les différentes règles qui pourraient être intéressantes dans votre cas. Alors hop, on va descendre un petit peu et on va voir déjà les premières choses qui me paraissent intéressantes de voir. On va descendre un petit peu. Alors une ligne ici qui me paraît intéressante, c'est la ligne ignore IP, puisque ici vous allez pouvoir en gros whitelister des adresses IP que vous ne voulez jamais ban, donc généralement les vôtres, si jamais vous voulez pas vous bloquer vous-même. Alors sachez que vous pouvez ici ajouter à la suite avec un espace une adresse IP, une plage d'IP, si par exemple vous utilisez un VPN ou une adresse IP publique spécifique et que vous ne voulez jamais être bloqué. Ça c'est plutôt cool, ça évite effectivement que vous ayez à attendre d'être déban pour pouvoir accéder à votre machine ou à votre service. Alors bien sûr, ça présente quand même un maillon faible, une faille de sécurité, puisque si quelqu'un venait à vous pirater et à usurper votre adresse IP, il pourrait du coup contourner cette protection. Donc c'est à vous de voir le risque potentiel de ce cas-là. Sachez qu'en tout cas, vous pouvez ignorer une adresse IP. Donc ensuite ici, vous pouvez également ignorer une commande spécifique pour une IP. Donc en gros ici, ça permet également d'ignorer pour tel ou tel service si jamais vous voulez l'ajuster. Alors là, ce qui va nous intéresser ici, c'est ces trois règles-là. C'est vraiment le trio qui va permettre de gérer vraiment aux petits oignons votre service. Alors en gros, la première ici, le ban time, ça va être la durée pendant laquelle l'adresse IP va être bannie. Donc par défaut, c'est 10 minutes. Alors moi, j'ai pour habitude ici de mettre au moins 1 heure, voire parfois je mets tout simplement un H au lieu du M ici, je mets 10 heures, comme ça je suis tranquille, puisque ils n'ont pas tout simplement à se tromper, c'est comme ça, je suis un furax. Bref, dans tous les cas, au plus la durée va être importante, au plus le délai pour pouvoir se reconnecter va être important. Donc
forcément ça peut être enquiquinant si vous avez par exemple des clients qui se trompent de mot de passe et qui du coup se retrouvent ban. S'ils sont bannis 10 heures, ils vont un petit peu râler, donc à vous d'ajuster en fonction de votre besoin, hein, tout simplement, sachant que déjà 1 heure ou même 10 minutes ça va déjà calmer les attaques par brute force, puisque là tout de suite il va y avoir en gros un système qui va bloquer, qui va mettre une barrière, et très souvent ils s'épuisent, ils arrêtent. Donc ensuite ici, vous avez le Fine Time et le Max Retry. Alors Max Retry, c'est le nombre de tentatives d'échecs qu'il y a jusqu'au moment où on va être banni. Donc là, c'est défini à 5 max retry. Donc en gros, vous avez le droit à 5 échecs avant d'être banni. Et ces 5 échecs sont dans une durée de 10 minutes. C'est-à-dire qu'en gros, si dans les 10 prochaines minutes, je fais 5 échecs, je serai banni 10 heures sur la configuration actuelle. Voilà comment fonctionne le trio des réglages de Fail to Ban. Donc c'est comme ça qu'il va falloir que vous choisissiez comment configurer votre règle. Par défaut, je la trouve honnêtement très bien, juste le ban time qui est un peu court, donc à vous d'ajuster de ce côté là. Donc là en gros, par exemple, je vais vous mettre un cas pratique. Si jamais vous voulez ban une IP pour 1 heure avec un échec de 3 échecs sur les 30 prochaines minutes, vous allez par exemple mettre ici 1 heure de ban time. Ici, vous allez mettre 30 minutes et ici, vous allez mettre 3. Donc, en gros, toutes les personnes qui font 3 échecs de mot de passe dans les 30 prochaines minutes seront bannies 1 heure. Voilà, par exemple, un réglage qui est très restrictif, mais qui est redoutable. Alors ensuite, valeur importante ici, c'est la valeur enable qui est à false par défaut, donc qui est désactivée. En gros, ici, vous allez pouvoir activer par défaut toutes les règles qui sont définies dans le jail.d.conf ici, donc qui sont à l'intérieur de ce répertoire. Ça va vous permettre effectivement de les activer ou non. Alors par défaut, c'est à faux, donc après vous pouvez ajuster vous-même les différentes règles dans ce même fichier, hein, en ajoutant cette ligne là sur chacun des services. Donc c'est vous un petit peu qui voyez comment vous voulez fonctionner. Moi j'ai pour habitude de modifier ce fichier là. On peut également, si on veut, ajouter un fichier jail.local où vous allez pouvoir ajouter vos propres règles. Donc je vais vous montrer un petit peu également comment on fait. Donc là on va passer sur la suite des possibilités. Donc là, si on descend ici, donc vous pouvez, si vous le souhaitez, vous envoyer un email à chaque ban d'IP. Alors ça peut être intéressant pour faire de la surveillance, pour savoir un petit peu ce qui se passe, mais je vous recommande pas forcément de le faire en production parce que vous allez voir que vous allez être vite spammé et au final vous allez être en gros totalement floudé par votre système, surtout si vous avez un ban time qui est assez court. Si par exemple vous avez 10 minutes, vous allez recevoir constamment des mails, parce qu'il faut savoir que des attaques par brute force, il y en a quasiment toutes les heures, tout le temps, par des IP chinoises, des IP russes, des IP en tout genre. Il y a même du français de toute façon, avec des serveurs qui sont un petit peu, je dirais, faits pour des utilisations un petit peu néfastes. Bref, dans tous les cas, sachez que vous pouvez vous notifier par mail. Alors là maintenant, on va passer à un des points les plus importants, c'est la configuration des services, donc de chaque service de manière indépendante. Alors l'un des principaux à configurer, c'est le SSHD, donc c'est le protocole SSH qui potentiellement peut mettre en péril votre serveur si quelqu'un arrive à y accéder. Alors par défaut il est activé, mais sachez que vous pouvez dans le doute l'activer directement en faisant un petit enabled égale true directement sur ce bloc là. En fait chaque bloc concerne donc le service qui est écrit ici en vert. Donc là ici ça permet de l'activer. Si par exemple vous voulez définir un ban time à 24 heures que sur ce protocole là, vous pouvez aller en gros surcharger la valeur par défaut, c'est-à-dire en gros la surpasser avec cette ligne de configuration là. Donc pour tous les autres services, vous aurez la valeur par défaut qui était tout à l'heure de 10 heures il me semble, et là sur le SSH vous aurez 24 heures par exemple. Vous pouvez aussi modifier le fan time ou le max retry, hein. Par exemple si vous faites un max retry ici et que vous mettez par exemple une valeur de 10, ça va prendre le dessus sur la valeur précédente. Donc ça, vous pouvez donc sur les différents services les personnaliser. Alors là, je vous le montre comment le personnaliser sur ce fichier, mais après, ce qui pourrait être intéressant, c'est de créer un fichier à côté qui s'appelle jail.local, qui est en gros pas une copie, mais qui est une copie de vos réglages directement sur ce fichier-là, pour éviter de changer le fichier de configuration de base, puisque lorsque vous allez mettre à jour le programme, il y a des risques que potentiellement vos réglages puissent être écrasés lors de la mise à jour. Et ça, c'est un petit peu relou d'avoir à chaque fois à le modifier, même si vous pouvez le faire
de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Après, c'est juste une question de praticité. Alors là, ce qui peut être intéressant, par exemple, vous voyez ici, vous avez Apache Auth. Donc par exemple, si vous avez un fichier htaccess qui gère un login et un mot de passe, vous allez pouvoir ban des IP qui tentent de se connecter sur un protocole htaccess. Ça peut être très intéressant quand vous avez un espace d'administration, un phpMyAdmin ou autre qui est protégé par un htaccess. Par défaut, Apache ne gère pas le blocage comme ça des différentes adresses IP qui auraient fait des échecs, et là vous allez pouvoir le faire. Et donc là, bien sûr, il a tout un tas de paramètres qui sont déjà pré-réglés, donc il sait déjà où se trouvent les logs, etc. Et ça, c'est quand même assez cool. Donc c'est notamment grâce aux fichiers de configuration des différents systèmes. Donc là, ici, vous avez tout un tas de petits services qui ont été définis comme ça, donc avec des scripts bien précis qui vont détecter des cas bien précis. Donc ça, je vous laisse creuser, on ne va pas tous les voir, parce que je ne les connais pas forcément tous. Mais vous voyez, il y a moteur de recherche, etc. Vous pouvez ban, par exemple, le fake Googlebot. Il y a plein de trucs que vous pouvez ban. Vous avez également le Apache Mode Security pour ceux qui connaissent, donc qui permet effectivement d'ajouter de la sécurité sur Apache. Donc moi généralement ce que j'utilise sur du SSH, j'utilise également sur tout ce qui va être protocole mail, protocole FTP, protocole donc Apache pour se connecter, ou sur du Nginx également. Donc là voilà la liste des différents services qui sont gérés. Donc vous voyez, il y en a un paquet. Donc je l'ai fait défiler comme ça. Vous voyez un petit peu ce qu'il peut proposer. Donc il y a Horde, il y a du webmail, il y a plein de trucs disponibles. Petit à petit, ils se sont étoffés en termes de réglages. Donc là, vous avez du Drupal, vous avez certainement il y a peut-être du WordPress qui traîne. C'est pas sûr ça. On va descendre un petit peu, hop, vous avez voilà ici du pur FTP, donc ça c'est pour de l'FTP, donc ça aussi très pratique, le FTP est très souvent victime de tentatives de piratage. Voilà un petit peu au niveau du fichier. Donc vous avez du postfix ici qui est intéressant à activer, vous avez également du Dovecot pour ceux qui connaissent ici, donc pour se connecter en IMAP, donc ça c'est pour la partie email, donc je vous recommande fortement de l'activer également. Bref, voilà, il y en a de partout. Voilà, c'est assez long, il y en a de plus en plus d'ailleurs, avant il n'était pas si long, donc petit à petit, en gros il y a des règles qui se sont ajoutées comme ça. Donc là, voilà un petit peu au niveau du fichier de configuration, donc à vous de voir les différents services que vous utilisez, les différents services que vous avez besoin de monitorer, et ensuite vous mettez l'activation du service, vous faites OK, vous enregistrez, donc CTRL-O, hop, CTRL-X, voilà, le fichier est enregistré et à jour. Vous faites un petit service, hop, service fail to ban restart pour prendre en compte les modifications, et là vos modifications vont être enregistrées. Donc maintenant on va voir comment enregistrer ces règles là directement sur un fichier à part pour éviter à chaque fois que ça s'écrase directement depuis votre fichier principal lors d'une mise à jour. Alors comme je vous ai dit, le plus simple c'est d'utiliser un fichier qui s'appelle gel.local où vous allez pouvoir donc définir vos propres règles. Alors deux possibilités, soit vous voulez vraiment juste ajuster quelques réglages, vraiment des trucs vraiment basiques. À ce moment-là, vous pouvez tout simplement faire un sudo nano gel.local, hop, et vous allez directement rajouter vos règles ici, donc par exemple ban time égal, etc. Mais le problème c'est que vous allez peut-être pas forcément vous souvenir de tout, il va falloir que vous jongliez entre les différents fichiers. Donc ce que vous pouvez faire pour faire plus simple, c'est que vous faites tout simplement un sudo ici, hop, on va faire un cp etc fail to ban gel.conf, hop, vers etc fail to ban hop là, local, hop. Donc en gros on vient de dupliquer le fichier qu'on a vu tout à l'heure en gel.local, et si on fait un sudo nano gel.local, là ici on a donc l'intégralité du fichier qui se trouve ici. Donc vous pouvez du coup retirer ce qui vous intéresse pas, ne garder que ce qui vous intéresse, et aller ensuite modifier le fichier à votre guise avec par exemple ici, si vous voulez activer Apache Overflow, vous allez faire un enabled égal true ici, vous allez faire un max retry 2, par exemple ici vous allez faire un ban time ici de 1 heure par exemple. Vous allez pouvoir définir ici directement vos réglages et au moins ils ne seront pas écrasés. Alors maintenant
maintenant qu'on a fait un tour complet du fichier de configuration, on va pouvoir utiliser le programme. On va voir donc comment il fonctionne, comment l'utiliser au quotidien pour pouvoir se dépatouiller et pour pouvoir un petit peu voir son fonctionnement. Alors là, ce qu'on va faire, on va tenter de se connecter en SSH et on va voir un petit peu comment il réagit au niveau du blocage, etc. Donc là, moi, je suis sur une machine virtuelle, donc je vais lancer un PuTTY à côté pour pouvoir lancer donc une connexion SSH. Hop, le temps de lancer le programme et la commande, voilà, hop, donc là ici, vous voyez, je suis en train d'essayer de me connecter, donc là on va lancer un sudo fail2ban, hop, fail2ban client, statut sshd. Voilà, donc là ici on peut voir que le fichier sur lequel il se base, donc c'est le varlog hot.log. Il y a eu une tentative de connexion, donc c'est moi qui l'ai faite précédemment, et il y a 0 IP de ban. Donc là ici on va taper root et ici je vais mettre n'importe quoi, tac, et donc là bon ça fonctionne pas, échec. On va réinterroger ici et on peut voir ici qu'il y en a eu deux qui n'ont pas fonctionné, hein, deux tentatives. Donc je vais en faire plusieurs comme ça et on va voir un petit peu ce qui se passe. Hop. Donc au bout d'un moment la fenêtre va être voilà, comme ça, tout mini-fêlure. Hop. Et donc là ici on regarde, donc il y a eu 4 tentatives, donc je vais une nouvelle fois relancer mon programme qui s'est quitté puisqu'il y a eu trop d'échecs. Hop. Je vais refaire, tac, je vais essayer de me reconnecter. Je ne sais plus combien de max retry on avait mis par défaut et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il me dit. Donc là ici, j'ai l'impression que là, ça lui a pas plu. Voilà, donc là ici, on peut voir, hop, je sais pas si on va bien le voir. Non, il veut pas repasser. Ok. Donc là, en gros, je sais pas si on va le voir. Voilà, j'ai eu un timeout ici directement. Donc j'ai un network, en gros network error, tout simplement parce que là, on peut voir que l'IP elle a été ban. Voilà, donc l'adresse IP en local, hein, c'est une adresse IP locale de mon PC a été ban et du coup je ne peux plus me connecter en SSH, je me suis banni tout seul. Donc en gros hein, c'était volontaire, mais voilà le type de protection que vous allez vous offrir avec ce genre de logiciel. Alors là ici, maintenant qu'on est bloqué, si jamais vous voulez débannir une IP, parce que ça peut être intéressant, vous allez faire un fail2ban ici, set set sshd unban IP et vous allez mettre cette IP là, tac tac tac. Voilà, donc là on vient de demander le déban de l'IP et si on fait donc un statut ici, on peut voir que il n'y a plus d'IP banni dans la liste. Alors il y a quand même conservé ici le total banned, comme quoi l'IP a été dans l'historique banni, mais elle n'est plus dans la liste des IP bloqués. Donc voilà un petit peu en gros comment vous allez utiliser donc votre fail2ban. Alors là ici je vous remettrai bien sûr toutes les commandes dans les commentaires, dans les descriptions de la vidéo. Là ici donc si je reviens sur la commande précédente, en gros ici donc vous allez utiliser la commande fail2ban client avec set ici le nom du service. Donc si c'était postfix, vous allez par exemple faire un postfix ici directement. Hop. Unban IP et l'IP. Donc là, il va vous dire que l'IP n'était pas présente dans la liste des IP bloqués. Donc voilà un petit peu comment fonctionne, comment utiliser fail2ban au quotidien, généralement quand vous allez devoir gérer votre système. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Je pense qu'avec ces deux commandes-là, vous devriez vous en sortir quand même assez bien. Alors si vous voulez voir en tâche de fond, en fait, qu'est-ce qui se passe, on va aller jeter un œil sur les fichiers log. Donc on va le faire tout de suite.
Alors là maintenant, on va se pencher un petit peu de plus près de ce qui se passe en tâche de fond, donc comment fonctionne un petit peu le programme, notamment au niveau des logs, puisque c'est sur ça qu'il se base. On va aller voir un petit peu à l'intérieur de ce fichier pour voir quelles sont les actions qui ont pu être retrouvées, comment ça fonctionne. Donc vous avez peut-être l'habitude sur Linux, mais le dossier log se trouve généralement dans var log la plupart du temps. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Alors là on va faire un ls, pour ceux qui ne connaissent pas, comme ça vous voyez un petit peu à quoi ressemble votre système à l'intérieur. Donc là ici vous avez plein de fichiers .log. Alors un fichier .log, c'est un fichier qui enregistre des informations concernant des actions ou concernant des logiciels, des programmes à l'intérieur de votre système, et c'est là-dedans qu'on va pouvoir récupérer des informations précieuses, notamment qui a fait quoi ou qu'est-ce qui s'est passé. Là en l'occurrence ça va être qui a fait quoi et quand. Donc là ce qui va nous intéresser c'est le fichier hot.log et le fichier fail2ban.log. Donc celui-ci concerne les enregistrements de connexion SSH, le hot.log, et le fail2ban c'est les actions qui ont été opérées par fail2ban. Alors là ce qu'on va faire, on va faire un cat, on va faire même un sudo cat hot.log. Je vais faire au cas où ça, si jamais c'est un peu trop long. Donc je vous mettrai bien sûr les commandes, comme je vous ai dit, en description pour ceux que ça intéresse. Hop, donc là ici en gros c'est l'extrait hot.log qui est enregistré. Donc là il y a pas mal de choses, donc ça vous paraît peut-être du charabia, mais ce qui va nous intéresser, donc on va le faire défiler. On va voir un petit peu les différentes infos. Voilà, donc je suis tout en bas du fichier. Donc là on peut voir ici qu'il y a eu des tentatives de connexion en fait directement ici. Ici on peut voir des informations, on peut voir des choses qui sortent, et c'est à partir de ces informations là que fail2ban va pouvoir retrouver les différentes connexions. Donc là ici vous voyez, hop, ici on voit 3 more authentication failure, donc avec l'adresse IP suivante et avec root. Donc on peut voir ici, on retrouve les tentatives de connexion échouées que j'ai faites précédemment. Donc c'est un fichier où il y a pas mal d'informations, c'est assez brut de décoffrage, et l'avantage c'est que vous, au lieu d'aller creuser là-dedans et d'aller ban le truc, le système fail2ban le fait vraiment de manière automatique, et après plouf, il blacklist l'IP avec le firewall. Et il n'y a rien de plus efficace que le firewall pour le blocage d'IP. Donc là on va quitter ce fichier là, on va aller voir le fichier fail2ban.log. donc on va faire hop fail2ban.log, tac. Donc là ici c'est des informations concernant certains trucs du logiciel. Là ce qui va nous intéresser ici, pof, voilà, found ici, adresse IP à telle heure. Donc là il a trouvé une erreur ici, voilà, il en a listé 5, et après pof, au bout du 5e, SSH ban. Là ils vous mettent bien qu'à telle heure SSHD, l'adresse IP celle-ci a été ban, et c'est là qu'on retrouve effectivement les informations. Et là ici c'est ma commande manuelle qui concerne le déblacklistage de l'IP, donc l'unban ici. Et donc généralement quand vous faites une recherche sur des logs, donc ça peut être intéressant, pratique, hop, donc on va faire un grep 192.168.15.1 sur le fichier fail2ban, et là on peut retrouver ici directement l'adresse IP, toutes les mentions concernant cette adresse IP. Pour ceux qui veulent rechercher une information spécifique dans un dossier ou dans un fichier, c'est très pratique, et là ça permet de voir effectivement qu'il y a eu des problèmes avec cette IP. Alors si on fait la même commande sur le fichier hot.log, on va également retrouver ici toutes les informations concernant cette adresse IP. Donc ça, voilà, ça fait partie des choses très pratiques et quasiment incontournables à savoir donc sur Linux quand vous gérez votre machine, votre PC ou un serveur. Donc maintenant, on va passer à la dernière partie. On va voir un petit peu comment créer des nouvelles règles sur des programmes qui ne seraient pas actuellement gérés, par exemple sur fail2ban. Alors cette partie, elle va concerner plutôt les utilisateurs avertis, les personnes qui adorent bidouiller, qui aiment bien aller un petit peu mettre les mains dans le cambouis. Alors si vraiment vous débutez, je vous déconseille fortement d'aller bidouiller parce que vous risquez de faire des bêtises. Même moi qui ai créé quelques règles personnalisées il y a quelques temps, je maîtrisais pas forcément tout, donc j'ai dû quand même un petit peu fouiller par-ci par-là pour trouver les règles qui vont bien. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on va utiliser ce qu'on appelle des expressions régulières, et croyez-moi, les expressions régulières c'est très compliqué à maîtriser. Alors là, si vous voulez créer votre propre règle sur fail2ban, vous avez un dossier qui est dédié à ça, qui s'appelle le dossier filterd. Donc on va aller dessus.
pour voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, comme on peut voir, il y a énormément déjà de programmes préconfigurés. Alors voilà pourquoi j'en utilise quasiment plus, ou plus du tout même, de fichiers de configuration personnalisés, parce qu'il y a quasiment tout ce qu'il faut, quasiment tous les programmes que j'utilise sont gérés, ou les protocoles que j'ai besoin sont gérés, donc pas besoin de me prendre la tête. Mais parfois, dans certains cas précis, si vous avez une application que vous avez par exemple développée vous-même avec des entrées log spécifiques, vous voudriez peut-être pouvoir blacklister automatiquement des adresses IP sur mesure, et ça, c'est ce qui va vous permettre de le faire. Alors, je vais vous mettre un exemple, c'est vraiment un exemple de règles. Bien sûr, c'est vraiment très limité, il faudra ensuite faire pour vous des recherches, etc. en fonction de vos différents cas. Mais si par exemple, on va prendre l'exemple suivant, que dans votre fichier log, vous ayez par exemple ce genre d'entrée là avec donc un error failed logging from tel IP, on va aller créer une règle qui va venir directement gérer ce type d'erreur là et bien sûr pouvoir les gérer. Donc là ici, vous allez créer un nouveau fichier qui va s'appeler par exemple sudo donc nano et on va faire myapp.conf. Votre application s'appelle myapp. Et là ici, on va aller créer des règles. Donc les règles essentielles qu'il faut définir, c'est le fail regex, donc qui est l'expression régulière qui permet de détecter l'erreur de connexion ou l'erreur que vous souhaitez gérer. Donc là ici, l'adresse IP va être ce qui suit IP, espace et host. Donc ça, host va capturer l'adresse IP. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Et là ici, donc il faut que la ligne commence par ça et termine par une adresse IP. Et avec ça, vous allez pouvoir capturer l'adresse IP et la bloquer. Là donc, vous avez ici ignore regex, donc qui est la regex qui définit les valeurs à ignorer. Donc si jamais vous avez des valeurs que vous souhaitez pas prendre en compte, parce que parfois il y a ce qu'on appelle des erreurs, on va dire des faux positifs ou des choses que vous voulez pas forcément bannir en fonction de ce cas de figure, ça sert à ça. Après, il y a énormément de paramétrages que vous pouvez configurer, mais là vous avez vraiment le basique pour ceux qui voudraient définir des règles. Donc une fois que vous avez créé cette règle, vous faites un CTRL-O hop, pour l'enregistrer, CTRL-X, on quitte. On va revenir en arrière, on va aller sur le fichier, hop, on va faire un sudo nanojail.local qui est notre fichier local qu'on a copié tout à l'heure. On va descendre tout en bas et ici on va pouvoir du coup rajouter une nouvelle règle ici qui concerne donc myapp, qui est donc le nom qu'on a donné à notre fichier de configuration. Donc là ici, bien sûr, il y a des commentaires ici, le port utilisé par myapp. Donc si par exemple ici c'est le port, supposons 443, donc qui est le port SSL par exemple en HTTP. Là ici, si par exemple vous avez un fichier qui va s'appeler var log myapp, vous allez pouvoir comme ça gérer directement votre fichier personnalisé avec cette règle. Ensuite vous faites OK. Alors hop, j'ai fait une petite erreur, je viens de voir avant de quitter. On va faire ça. Tac. Alors ce que je vais faire, je vais récupérer le chemin ici, je vais faire copier. Ça, vous n'avez pas besoin de le reproduire, c'est pour le test. Je vais faire hop, un sudo, j'ai oublié. Tac. En gros, je vais créer le fichier pour pas que le logiciel plante si jamais je restart et qu'il ne trouve pas le fichier log. Et là, ensuite, vous faites un sudo service fail to ban restart. Et là, donc, vous avez créé votre règle personnalisée et vous allez donc pouvoir directement gérer votre propre monitoring et blacklistage de services. Alors, avant de terminer sur ce point-là, je vais quand même vous montrer à quoi ressemble, par exemple, un fichier de configuration un petit peu costaud. Donc, on va prendre, par exemple, le fichier apache-hot.conf. Vous allez voir que il y a pas mal de choses que l'on peut paramétrer, que l'on peut définir au niveau des règles. Vous voyez, il y a un pref regex, donc avec des informations ici, il y a hot type. Voilà, il y a pas mal de choses que vous allez pouvoir définir en termes de variables, de valeurs. Donc tout ça, je vous laisserai le voir, le découvrir par vous-même, parce que même moi, je maîtrise pas tout pour ceux qui veulent vraiment des règles personnalisées.
L'important c'est de savoir que ça existe et que vous pouvez faire ça. Donc, et vous pouvez même ici inclure une autre configuration à l'intérieur de cette configuration, ce qui permet en gros d'utiliser une base existante et ensuite juste de modifier quelques paramètres. Ça aussi c'est quand même assez cool. Écoutez, voilà, je pense qu'on a fait le tour, donc on va pouvoir partir sur la conclusion. Et voilà, cette vidéo arrive à son terme. Alors j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez pu découvrir un nouveau logiciel ou tout simplement réapprendre à l'utiliser pour ceux qui le connaissaient, à un petit peu mieux maîtriser ce logiciel qui pour moi est incontournable. Alors dans tous les cas, si vous avez une question, une difficulté ou si vous voulez tout simplement m'envoyer un petit message gentil, n'hésitez pas à le faire en commentaire, hein, ça me fera plaisir et de toute façon je réponds systématiquement à tout le monde. Également pour les personnes qui veulent me suivre, hein, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça la communauté grossit, ça me fera également plaisir. Et puis bien sûr un max de likes, hein, vous avez l'habitude maintenant sur les chaînes YouTube. Également vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, je suis très actif sur Twitter, j'ai créé également un compte sur Blue Sky au cas où, ou sur Twitter, donc sur X, ça viendrait un petit peu à devenir moins intéressant, comme ça vous pourrez également me retrouver sur un autre réseau entre guillemets secondaire. Je suis également disponible sur Instagram en ce moment, pas trop, également sur TikTok avec les shorts principalement, donc sous un autre format, et bien sûr sur le site internet. Alors concernant les prochaines vidéos, j'ai pas mal d'idées cool encore à venir, hein, vous le savez, les vidéos c'est un petit peu, je les fais un petit peu comme ça à l'instinct, donc parfois j'ai des idées qui me viennent et du coup elles viennent se greffer parmi d'autres vidéos que je voulais vous proposer. D'ailleurs n'hésitez pas, si vous avez des sujets sur lesquels vous voudriez que j'aborde des vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire également, puisque je suis à l'écoute également de ma communauté, donc n'hésitez pas à me le faire savoir et puis je travaillerai pour vous tout simplement. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao les geeks.